Et comme cette petite vidéo nous dit, Jean va nous présenter aujourd'hui le sujet qui s'appelle référencement naturel et optimisation sur la page, comment le faire bien. Donc, Jean, comment le faire bien? Ah ben, merci de me passer la parole. Donc oui, effectivement, ici, donc moi, en me présentant en quelques secondes, donc, je suis le fondateur avec ma femme de l'agence Web Solutions Oui, hein, c'est une agence de création de sites au départ. Enfin, au départ, je suis référenceur, mais on est devenu création de sites parce qu'on voulait absolument fabriquer des sites qui répondent aux techniques du SEO. Et aujourd'hui, moi, je vais parler. Ah, ça, c'est pas ma conférence. Je vais le remettre ici. Papapam. Slides, elle est ici. Hop, voilà mon slide. C'est pas mon slide ça. Pourquoi est-ce qu'il ne le prend pas? Je suis en train de passer ma slide, mais il ne me le montre pas. Add to stream. Voilà mon slide. Donc, la conférence aujourd'hui, ça va être sur l'optimisation on-page. Comme le soulignait très bien Olivier Andrieux tout à l'heure, ben, on peut faire du white hat et ça marche très très bien. Et une grosse majorité du référencement va d'abord se baser sur le contenu et la forme que l'on va donner au niveau de ces textes, de ces liens, de ces images, etc. Donc, moi, je vais revenir sur des éléments qui semblent très basiques, et certains vont dire, bah oui, on connaît, mais on les oublie en fait. Et donc ici, je vais revenir sur les différents éléments qui vont vous aider à optimiser votre site web. Et je vais prendre une comparaison. En plus, on est en pleine période de football, donc si le site web était un joueur de foot, ben, un site web professionnel, tous les, toutes les personnes qui jouent au football, ben, s'ils achètent leur licence, ils sont membres de la fédération. Ben, un site web, c'est pareil, au niveau de l'indexation, dès qu'ils vont être indexés, ben, ils sont référencés. Ils sont peut-être très mal positionnés, mais ils sont référencés. Et donc, très souvent, j'entends des gens qui me disent, mais euh, j'ai acheté un référencement. Ben non, ton site, il est déjà dans l'index, il est déjà référencé. Là où ça va changer, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est comme si on allait entraîner la personne à mieux jouer au football. Ensuite, on va avoir une stratégie. La stratégie, c'est vraiment une formation, comment dribbler, comment shotter, comment faire des rentrées, faire des corners, etc. Donc, toutes ces choses-là vont avoir une influence. Et la notoriété web, ce sont les backlinks. Donc, la notoriété web, c'est des recommandations. Si un joueur est très très bon, il peut être le meilleur de lui-même, mais s'il ne joue dans aucune compétition, dans aucun tournoi et que personne n'entend parler de lui, ben le sélectionneur national, dans ce cas-ci Google, ben il ne saura jamais le positionner correctement puisqu'il n'en est pas au courant. Donc ça, c'est le fameux backlink. Et un des arguments pour lesquels il faut travailler, c'est de continuer à publier et à optimiser parce que c'est ça qui permet de rester au top au niveau des recherches. Autre comparaison, c'est une voiture. Un site web, c'est un petit peu comme une voiture dans le sens où on va avoir besoin de stratégies, de technologies, de design qui pourraient être comparatifs aux éléments qui font qu'une voiture va être plus performante qu'une autre. Et là-dedans, il y a deux éléments importants qui sont le contenu et la rédaction un peu fréquente. Moi, le contenu, je l'associe un peu à la qualité des matériaux. Plus vous allez avoir du beau contenu bien optimisé, plus la voiture va être de meilleure qualité. Et la rédaction fréquente des actualités, des articles de blog, etc., ça va être un petit peu votre carburant. Donc c'est là qui va faire en sorte que vous allez augmenter votre visibilité. Ça permettra aussi de rebondir en partageant ces actualités, d'avoir une nouvelle page à partager dans vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Le but étant toujours de ramener le visiteur de ces réseaux dans votre site, qui lui devra les convertir, et pas faire l'inverse, pas amener de votre site vers les réseaux sociaux. Pour toutes vos pages, indépendamment de la globalité, mais il faut un message est égal à une page. Il ne faut pas que 10 pages disent la même chose. Et tout cela va s'articuler au niveau d'un message central que vous allez articuler au travers des balises, titres H1, H2, H3, etc., mais également au travers des meta title, méta description, les hreflang, le maillage interne, externe, sans oublier les balises title, parce que ça on oublie souvent les balises title sur les liens, ce sont des incitations à cliquer, ce sont des critères qui vont être pris en compte par Google.
Le texte, avoir un mot-clé axial, mais penser aux synonymes, aux déclinaisons, parfois, et pas de manière systématique, parfois mettre des mots en gras, en italique, en surligné, histoire de donner une petite différence visuelle pour le particulier. Toutes ces choses vont influencer les moteurs, mais aussi influencer les internautes, les visiteurs de votre site à continuer leur visite, donc à aller parcourir plus de pages, à rester plus longtemps sur votre site. Ce sont des arguments qui sont pris en compte par Google. Au niveau des bases de l'optimisation on-page, on va parcourir quelques éléments importants à identifier. Donc, la première chose, c'est de définir les mots-clés axiaux et les mots-clés secondaires. Sur une simple requête dans des outils de recherche de mots-clés, ici je reprends le moteur de SERanking, on peut prendre un mot-clé et sur base de ça, l'outil va nous dévoiler tout un ensemble de mots-clés, de combinaisons, avec un avantage, c'est qu'ici avec SERanking, on va même avoir le nombre de requêtes, donc le volume de recherche. Ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit à tout un tas de requêtes, en ce compris sur ce que les concurrents font. Donc, l'important, c'est d'identifier un mot-clé axial et puis de trouver les mots-clés secondaires. Un exemple, si on prend imprimeur, il faudra penser à impression, il faudra penser à imprimerie, à print, et des mots-clés qui sont avoisinants. Organiser les pages et leur hiérarchie. La pire chose qui arrive, c'est d'aller à l'arrache et de ne pas savoir vers quoi on va. On crée un site internet et puis au fur et à mesure, on va ajouter des pages, mais sans réelle stratégie. Or, le référencement naturel, maintenant, est lié à certaines règles qui fonctionnent. On va partir avec des pages en silo ou des pages en cocon sémantique qui vont permettre de mieux positionner certaines pages. Donc là, le fait d'avoir une arborescence maîtrisée, donc d'avoir bien défini quelles sont mes pages enfants, mes pages sous-enfants, quels sont les liens entre les pages, etc. Ça va vous permettre de mieux optimiser vos pages, vos contenus et votre maillage interne pour, in fine, améliorer votre référencement. Autre chose importante, c'est l'optimisation des balises title et métadescription. Alors, on l'oublie souvent, mais la première chose à convertir, c'est le visiteur du moteur de recherche. Or, la balise title, c'est la petite phrase qui se trouve en bleu dans les résultats de recherche, donc les premières choses que l'on voit lorsqu'on fait une requête. La balise description, c'est la petite phrase qui, en général, va entre 135 et 165 caractères, qui se trouve juste en dessous. La balise title doit comprendre le mot-clé axial de la page. En général, on peut aller jusqu'à 65 caractères. Je vais vous montrer quelques types de titres qui peuvent inciter les visiteurs à visiter votre site. Donc, la balise title va attirer l'attention des internautes. La balise description, c'est une phrase qui va inciter les internautes à cliquer. Donc là, il est important d'avoir une phrase dans laquelle vous n'allez pas mettre votre réponse. Donc, il ne faut pas tout expliquer dans la balise description, mais plutôt d'avoir une phrase qui va inciter les gens à rentrer dans le site pour avoir cette explication. Sinon, vous aurez beaucoup d'impressions, mais très peu de clics. Et grâce à l'outil SERanking, une simple analyse va vous démontrer toutes les pages qui sont sous-optimisées en balise title ou en balise description, voire peut-être des titres en doublon, des pages absentes de titre ou absentes de description. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très, très important à utiliser pour pouvoir optimiser cet espace. Comme je vous le disais, quelques titres H1, mais qui peuvent être reproduits également dans les balises title de vos méta, c'est d'avoir par exemple un titre informatif, interrogatif, sensationnel. Donc il y en a plusieurs ici présents. On vous partagera les slides évidemment. Donc conférence et SERanking sur le référencement, comment optimiser les pages, première conférence sur l'optimisation. Les chiffres, les gens aiment encore bien les chiffres, 10 outils pour optimiser son site internet ou le titre émotionnel avec 4500 participants. Ça, c'était pour la dernière conférence que j'ai donnée chez CMJ avec SERanking. Des bons de réduction, jouer sur le côté promotionnel. On est en Black Friday la semaine prochaine, moins 20% de réduction sur l'outil SERanking. Donc, tous ces éléments vont attirer le regard, vont inciter au clic et arriver dans le site. Et là, dans le site, il faudra aussi que le premier titre et le premier paragraphe, le chapeau, du premier coup attire le regard de manière à ce que les gens continuent à regarder
la page. Ne pas oublier les balises head, donc les fameuses balises H1, H2, H3. J'ai légèrement écarté H4, H5 et H6 parce qu'ils sont un peu moins utilisés, mais ça reste quand même des emplacements stratégiques au niveau des mots-clés. Alors, très souvent, quand je fais des audits, je m'aperçois que les balises aide sont utilisées par les graphistes. Alors, c'est vrai qu'on utilise en général la balise H1, ça va être le mot en gras, en beaucoup plus grand, qui va se trouver tout en haut, et j'y vois souvent des bienvenue sur mon site, nous sommes à votre service. Ce sont plus des formulations de type slogan, de type périphrase, mais dans lesquelles il n'y a pas de mots-clés. S'il n'y a pas de mots-clés, alors que pour Google, la balise H1, c'est considéré comme l'emplacement qui indique ce que Google va trouver dans la page. Et si Google ne trouve pas dans la balise H1 de mots-clés, il ne sait pas comprendre le message qui va être véhiculé par votre page. Donc, bien prendre en compte les différentes déclinaisons de niveaux. Éviter aussi la cassure de hiérarchisation. Donc, il ne serait pas normal d'avoir 3 H3 alors qu'il n'y a pas de H2. Logiquement, il y a un H1. On recommande un H1 par page, plusieurs H2, plusieurs H3, plusieurs H4, mais il ne serait pas normal qu'on puisse être troisième sans qu'il y ait un deuxième. De la même manière, je vois parfois dans certains sites qu'il y ait 5 balises H1. Mais si tout le monde est premier ou si tout le monde est le plus fort, personne n'est le plus fort. Donc, à un moment donné, on doit se focaliser, se donner une ligne éditoriale de manière à ce que on puisse identifier mon mot-clé fort, c'est création de site internet sur mesure, et alors que quels sont les différents types ou pour un secteur d'activité, c'est secondaire, il va être plus dans les H4, H5, etc. Au niveau des images, alors ça c'est important aussi, il faut savoir que Google Images peut être un des gros apporteurs de visites. Moi j'ai des clients dans le domaine des vérandas, des piscines, dans le secteur où les gens regardent d'abord les images avant d'accéder au site. Donc ils vont peut-être aller dans Google Images et où Google va afficher dans les résultats d'abord les images. Donc il est très important de bien nommer ces images. Donc quand on dit bien nommer ces images, éviter les 1, 2, 3.jpg. Par contre, un nom d'image avec 2, 3, 4 mots maximum, je vois parfois des images avec 10, 15 mots, ça c'est beaucoup, beaucoup trop long, séparé par des traits d'union, pas de majuscules, pas d'accent, va favoriser l'indexation des images et la bonne compréhension. La balise alternative, la balise alt, est également un élément qui va aider les moteurs de recherche à comprendre vos images. Ne pas oublier la balise title lorsque cette image aura un lien pour donner par exemple un effet. C'est aussi un argument dans lequel on va pouvoir placer des mots-clés. Le format est très important. La plupart du temps, on va passer dans du JPEG ou du PNG. Il faut maintenant abandonner les anciennes extensions d'image qui étaient le TIFF, le BMP, etc. Dans les nouveaux formats, par exemple, le WebP permet d'être beaucoup plus rapide, donc optimisation au niveau du temps de chargement. Le poids des images. Alors, ça n'a l'air de rien. Le poids des images joue de manière indirectement au niveau du SEO parce que le côté user experience va être joué. Si on a une page dans laquelle il y a une galerie photo ou, comme je l'ai analysé hier, 26 photos qui font toutes 6 mégas, je ne vous cache pas que le téléchargement de la page, donc l'ouverture de la page, indépendamment d'être saccadé, ça peut prendre 10, 15, 20 secondes. C'est un critère très négatif envoyé au moteur de recherche. Des images de préférence uniques. Quand je dis uniques, ce sont des images qui n'existent pas sur le web. Donc, on peut utiliser des images, et il existe soit des sites où on achète les images en libre de droit, ou on va aller sur des sites. Vous trouverez sur mon site une liste de sites où on peut télécharger gratuitement des images, mais vous ne serez pas le seul à télécharger ces images. Donc, il faut faire en sorte que ces images, même si elles sont d'origine les mêmes, il faudra les manipuler de manière à ce qu'elles soient différentes pour dire à Google, attention, c'est une nouvelle image. Donc, Google pourra l'indexer et l'améliorer.
Chose importante aussi, c'est qu'une image, suivant l'endroit où elle va être placée, ben, ça va influer le référencement naturel. Donc, il faut bien vérifier que vos images soient bien placées, tout près d'une balise H1, tout près d'un texte qui soit similaire au texte présent dans l'image, et faire en sorte que ces images correspondent au message véhiculé. Le maillage interne est très important. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de liens. Il y a les liens de navigation, évidemment. Donc, ce sont ceux qui se trouvent dans le menu ou dans le footer. Ben, Google est facilement identifié tous ces liens. Donc, il voit qu'ils sont présents dans toutes les pages. Donc là, il faudra essayer de jouer plutôt sur des liens qui se trouvent dans le texte, dans le corps du texte. Donc là, placer des liens vers des pages internes et ou externes, parce que contrairement à des rumeurs, ben, les liens externes, ça peut aussi être intéressant. Ça prouve au moins que vous n'avez pas peur et que vous pouvez recommander d'autres entreprises, des citations de sites de référence. Les liens internes vont permettre aux internautes de se déplacer dans le site. Et de nouveau, on revient dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que le déplacement, le nombre de pages visitées par l'internaute et surtout le temps de présence sur votre site sont deux arguments importants pris en compte par Google. Il faudra évidemment penser aux anchor textes des liens. Donc les anchor textes, ce sont les mots-clés sur lesquels on va positionner un lien. Il ne faut pas rejeter systématiquement tous les cliquer ici, mais il ne faut pas non plus que sur une page, il y ait 20 articles avec 20 fois cliquer ici ou 20 fois en savoir plus, parce que ces liens-là deviendraient les mots-clés les plus forts de la page. Lors d'analyse, j'ai déjà vu que des sites se positionnaient sur en savoir plus. C'est bien, mais ce n'est pas franchement ce qui est le plus recherché. Le choix des pages cibles est important. Si vous avez plusieurs liens dans la même page qui pointent vers une page cible similaire, il faut savoir que c'est le premier lien qui sera pris en compte. Donc, si vous prenez le premier lien et que vous mettez un mot-clé dessus, vous pouvez éventuellement reproduire ce lien en bas dans la page et vous ne serez plus obligé de le suroptimiser avec un mot-clé. On pourra à ce moment-là mettre en savoir plus ou cliquer sur le lien. L'emplacement des liens est évidemment important également. Alors, je recommande aussi dans les premiers paragraphes de placer le premier lien vers des pages vraiment importantes de votre cycle de vente. Les balises title, donc ça c'est le truc qu'on voit quasi systématiquement, des sites qui ont énormément de liens et aucune balise title. Il ne faut pas oublier que les balises title sur ordinateur, puisque ça ne fonctionne pas sur les GSM et tablettes, c'est lorsque la souris survole le lien, il y a une petite phrase qui s'affiche et qui indique cliquez ici pour aller voir la page de destination. Donc là, ces liens, ces balises title permettent d'inciter l'internaute à cliquer. Donc là, on va avoir une incitation au clic. Le target self ou target blank, s'il vous plaît, quand vous faites promener les gens dans votre site, évitez le target blank, parce que s'ils visitent 10 pages, ils vont avoir 10 onglets. Tant qu'on reste sur le même site, ben, on reste avec du target self. Par contre, si on doit faire référence à un site, à un partenaire, un fournisseur, un client ou un site de référence, à ce moment-là, lors du clic, on va faire un target blank, donc ouverture dans une nouvelle fenêtre, parce que comme ça, lorsqu'ils vont fermer cette fenêtre, ils reviennent de manière automatique dans votre site. Si vous faites un lien vers un partenaire en target self et que la personne, pour des raisons X, veut abandonner ce site et qu'elle ferme l'onglet, elle ne revient pas dans votre site, donc vous avez perdu un visiteur. Au niveau de l'arborescence, deux techniques d'arborescence. L'arborescence en silo, donc ce sont des pages qui sont constituées en forme siloing, mais dont les liens sont quasi toujours montants. Alors que le cocon sémantique, ce sont des pages qui vont aller en profondeur. Au niveau de la profondeur la plus basse, les pages vont être entreliées entre elles et vers le niveau supérieur. Le niveau supérieur entre elles et le niveau supérieur, etc. De manière à concentrer le jus de lien vers une page, une ou plusieurs pages très thématisées pour le positionnement. À savoir que cocon sémantique, ça marche très très bien, mais c'est très stratégique, ça demande pas mal de temps, de ressources, de rédaction. On ne s'invente pas spécialiste en cocon sémantique. Chose importante aussi dans l'optimisation de votre contenu, ce sont les facilitateurs de lecture.
les espaces aérés entre les titres, entre les textes, les listes à puces, les listes numérotées, les paragraphes. Arriver sur une page dans laquelle on n'a qu'un monobloc, ben, c'est indigeste, les gens n'ont même pas envie de rester. Donc ces éléments-là vont plus faire fuir les gens, réduire le taux de fréquentation du site, voire abandonner. Les erreurs à éviter, et là, on a l'avantage d'avoir avec SERanking un outil très performant pour le faire, c'est d'éviter tout ce qui est doublonnage, des titres, des descriptions, des H1. Il ne serait pas normal que plusieurs pages aient le même titre, la même description. Même chose, l'abus de balises H, une page dans laquelle il y a plus de balises H que de texte, c'est tout à fait anormal. Les balises vides, les encores texte creux, les liens cassés, parce que ça on en voit assez fréquemment. Et on reviendra à ce moment-là sur l'outil qu'expliquait Olivier Dufay tout à l'heure sur les pages orphelines à analyser également. Cet outil va analyser également les images trop lourdes, mal nommées. Tous ces éléments-là, pris en compte, peuvent vous aider de manière assez rapide à optimiser votre page, une page en général et l'ensemble du site si on sait optimiser toutes les pages pour les gens qui ont quand même quelques dizaines de pages. Si c'est évidemment des gros volumes de pages avec des milliers de pages, comme on le fait parfois, ça prendra beaucoup plus de temps. On peut éventuellement créer des règles automatiques d'optimisation de certaines pages, certaines images, mais ça demande un gros travail. Et enfin, les astuces. Alors, pour les astuces, je vais faire assez simple, c'est surtout, les textes, vous l'aurez compris, c'est d'avoir des structures éditoriales des concurrents, donc analyser. Il y a plein d'outils super intéressants. J'en fais souvent la promotion sur mon profil LinkedIn et SERanking le permet également. C'est d'aller analyser que font les concurrents, combien de pages ils ont, comment ils ont créé leur texte, quelles sont les longueurs de texte, parce que là, c'est la grande mode, c'est de pouvoir s'aligner au nombre de mots. Parce que parfois, quand ils sont premiers, c'est qu'ils ont des textes de 2000, 3000, 5000 mots, alors que votre texte, lui, en prend à tout casser 300, donc ça devient un peu compliqué. Sélectionner les bons mots-clés axiaux. Quand je dis un bon mot-clé, pour moi, c'est un mot-clé qui convertit un visiteur. Par exemple, site Internet, dans mon cas, j'ai une agence web, ça ne m'intéresse pas. Je me suis positionné sur création de sites sur mesure, parce que c'est vrai que c'est très peu recherché, mais les gens qui viennent chez moi, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc là, on peut aller rechercher les bons mots-clés, donc ceux qui vont convertir. Surveiller les liens cassés, les liens externes, et donc là, vous avez l'outil de SERanking. Et dans cet outil, vous avez entre autres un petit module qui est vraiment génial maintenant, qui a été ajouté, qui est un générateur de contenu et qui permet en plus d'exploiter les cartes mentales sur base des concurrents. Donc ça, vraiment à analyser. Petite astuce pour les images, quand vous allez acheter une image ou quand vous allez télécharger une image sur un site gratuit de téléchargement, déjà, modifiez le format. L'image existait en JPEG, faites-le passer en PNG ou inversement. Changez éventuellement légèrement les couleurs, la saturation, éventuellement inverser l'image quand c'est possible, la recadrer, ajouter un filigrane. Tout cela va donner des nouveaux arguments qui font que l'image sera différente de l'original. Et donc, dans ce cadre-là, vous pourriez avoir de la visibilité sur cette image malgré qu'elle soit déjà présente dans des dizaines, des centaines de blocs. Au niveau des liens, choisir évidemment les bons mots-clés, ne pas oublier les balises title sur chaque lien, créer une arborescence. Donc là, je reviens avec le silo et le cocon sémantique. Donc, essayez d'imaginer avant de commencer à rédiger, voire même avant de commencer à créer votre site, qu'est-ce que vous allez dire dans votre site, comment vous allez le lire et quelles sont les pages que vous allez pouvoir exploiter. Des techniques qui marchent très bien au niveau des blogs, au niveau des foires aux questions, au niveau des lexiques, ce sont toutes des pages qui peuvent vraiment apporter un gros plus au niveau de votre visibilité. Voilà. Donc, j'ai tenu le chrono, 18h01. J'ai eu terminé juste à temps pour vous présenter notre prochaine intervenante qui est Sarah Mokan-Sayek, j'espère ne pas écorcher son nom, qui elle va nous parler du SEO technique pour sites multilingues.